Nicolas Seigné, 1 heure avec toi, c'est vraiment un plaisir. On a eu l'occasion d'échanger, déjà on se connaît, mais je suis content que tu puisses révéler pour des personnes qui te connaissent peu ou qui ne te connaissent pas du tout ce qui a germé en toi. Parce qu'on on va parler de nature, on va parler de verre, on va parler de germer, on va parler de choses qu'on ne voit pas aussi, mais qui permettent de donner la vie et de donner des légumes à tout à chacun. Et on va parler de ton projet BioClimat Kit. Nicolas, je vais te donner la parole avec une question simple. Qui es-tu? Très bien, merci. Alors, je pourrais raconter tout un tas de choses. La première chose que je vais dire, c'est que j'habite au Pays Basque. C'est important parce que je suis au contact de cette nature quotidiennement et c'est un élément important qui me fait y attacher beaucoup d'importance. J'ai 38 ans, je suis marié à une exotique irlandaise et j'ai une petite Anouk de 3 ans. Donc, je suis père de famille. Et j'ai passé 13 ans dans l'industrie du sport. Donc, ça a été ma première passion pendant 13 ans. J'ai vécu à fond le sport. Et, euh, et ce que j'aime aussi, ma deuxième passion, c'est le jardinage. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à Bioclimat Kit. On va dire, ta vie d'avant BioClimat Kit, euh, si tu devais par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as vécu, quelle était la place de la nature justement dans ce parcours? Est-ce que tu l'avais à côté de ta vie professionnelle, mais c'était jamais loin? Est-ce que dans ton enfance, tu as été bercé plutôt à la campagne, plutôt en ville? Moi, je ne sais pas ça. Je te connais pas assez. On n'a pas assez partagé pour savoir ça. J'ai grandi à la campagne, j'ai grandi dans la Nièvre. Donc, j'ai beaucoup été à la ferme parce que mes parents ont commencé leur vie professionnelle en tant qu'agriculteurs et ils faisaient du crottin de chavignol même, donc des petits crottins de chèvre. Et ensuite, j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père à la ferme, avec voilà, prendre soin des vaches, conduire des tracteurs, faire les travaux quotidiens de la ferme. Donc, la terre, la nature, la forêt, tout ça, ça fait partie de mon enfance. Et je pense que c'est ce qui fait que j'y attache une forte importance depuis toujours. Et cette nature, j'ai été à son contact ensuite beaucoup par le sport, où j'ai choisi des sports de pleine nature. J'ai fait du kayak, de l'escalade, du ski de randonnée, euh, tout un tas de choses, mais tout le temps dehors. Et à côté de ça, petit à petit, quand j'ai avancé dans ma vie, quand j'ai eu ma première maison, ma deuxième maison, j'ai jardiné toujours de plus en plus. Donc, j'ai eu ce besoin de mettre la nature proche de chez moi et de faire pousser des trucs surtout. Faire pousser des trucs, faire des expériences. Ça a été et c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie. Alors, tu sais que dans l'association Human by Nature, donc on va retrouver des porteurs de projets qu'on pourrait définir comme quand même des professionnels de la nature, qui ont un background, qui ont étudié ou qui ont passé des années à son contact. Non, j'ai marqué. Ah, Franck, oui. Non, non, excuse-moi, c'était. Alors, je te laisse couper ton micro, cher Franck. Oui, oui, Merci beaucoup. Donc, des personnes comme Franck, qui auraient beaucoup d'expérience dans les champs, dans le maraîchage, et qui finalement en ont naturellement fait leur métier et nous laissent sur des plans de prise électrique, ce qui paraît logique. Nicolas, toi, est-ce que tu as eu finalement à quel moment, est-ce que c'est lors justement peut-être d'une formation ou je sais pas moi, de connaissances particulières que a germé l'idée de BioClimat Kit? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es remis en question, ou tu as voulu changer de parcours, ou en tout cas l'orienter vers une autre option de vie avec ce projet? Alors, l'élément déclencheur, ça a vraiment été le confinement, le premier confinement l'an dernier. Ça fait presque un an où, comme beaucoup de Français, j'ai été chez moi. J'ai eu l'occasion de passer du temps beaucoup plus à la maison. Alors, d'abord en télétravail et ensuite, j'ai eu cette chance, peut-être, de passer au chômage partiel. Donc, euh, de vraiment passer du temps dans ma maison à m'occuper de ma famille et de mon jardin. Et là, à force de passer du temps dans mon jardin, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas ça que je veux faire et faire vivre à d'autres? Finalement, faire pousser des choses, être en réussite, être super heureux de, de jardiner et prendre plaisir à le faire. Et
toute une réaction en chaîne s'est passée dans mon cerveau. Et là, je me suis dit, mais oui, bien sûr, il faut que je fasse quelque chose qui permette aux gens de jardiner chez eux, partout, de réussir. Et ça a été la conjonction de différents facteurs. Et, mais j'avais cette idée j'ai retrouvé un document que j'avais écrit en 2016 où je voulais faire quelque chose autour de l'agriculture, du jardinage, du recyclage. Et finalement, ça a été le moment de remettre tout ça en ordre et de franchir le pas. Alors, je suis ton parcours. Moi, personnellement, j'aurais adoré me lancer dans la permaculture pendant le confinement. J'ai fait 12 mètres carrés chez moi. J'ai tenté de faire en permaculture, mais je ne me suis pas dit, je n'ai pas été jusqu'à me dire, ouais, allez, on laisse tout tomber. Et ça m'attire. Pourtant, j'ai passé beaucoup d'heures dans mon jardin. J'ai vraiment eu cette envie, ou en tout cas, ça m'a inspiré. J'ai passé du temps. Toi, là, je comprends le sujet t'a inspiré, même depuis plusieurs années, mais d'avoir ce courage, comment ça s'est passé, ce passage où clairement tu te dis, bon là, faut aller plus loin que juste l'envie, faut vraiment passer à l'acte. Mais en fait, je pense que la racine, je pense qu'elle est vraiment en 2016. En 2016, j'ai vu le film Demain. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le connaître, ce film. Et ce film, il file la pêche et il donne l'envie de passer à l'action. Et pour moi, il a planté là une petite graine qui est un petit peu le prémisse de tout ça. Le prémisse de se dire, bah, finalement, tout le monde peut agir pour la transition écologique, pour créer plus d'impact positif, plus d'initiatives qui sont bénéfiques à la planète et aux hommes. Et dans mon précédent job, du coup, j'essayais de le mettre en œuvre. En lançant des actions de recyclage, en lançant des actions d'upcycling. Et puis, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et ce moment du confinement, ça a été le moment où je me suis dit, bah, finalement, pour aller plus loin, j'ai besoin d'avoir une action locale, j'ai besoin d'être pleinement engagé sur le territoire sur lequel je vis, avec une initiative qui va certainement créer de l'emploi, qui va créer une économie circulaire, qui va vraiment me rendre acteur de la transition écologique. J'ai eu vraiment ce besoin-là de me dire, allez, j'ai un bagage technique, j'ai de l'expérience professionnelle, j'ai une idée qui est dans l'air du temps, je fonce, je me lance. Alors c'est hyper intéressant parce que là j'entends, là j'ai posé la question du comment on passe du jeu au nous, parce que finalement je me lance. J'ai l'impression qu'après, dans le parcours, et on en avait parlé, ça vient vraiment, je nous lance. Il y a plusieurs personnes qu'il faut activer ou que tu rencontres à ce moment-là ou qui vont faire partie de ton projet, soit parce que, on en avait parlé lors de la dernière heure, il va y avoir des personnes pour t'encourager, mais peut-être aussi pour te freiner, pour te réfréner, mais réfléchis bien. Qui a joué un rôle et ce côté collectif est important parce que je rappelle que ce soir, et je mets Katinka en tension avec cette petite proposition, vous allez pouvoir aussi encourager et Nicolas et Humans by Nature par la possibilité de donner aussi cet encouragement de façon très concrète. Donc en faisant un don, une participation pour ce projet. On en parlera plus tard, mais j'invite Katinka à faire un premier aller-retour dans la discussion avec les liens qui s'imposent pour que vous puissiez vous aussi y participer. Voilà, dont à BioClimateKit, Humans Manager, qui sont maintenant dans la discussion. Donc, je parlais, Nico, de ce côté, je me lance. Est-ce qu'on se lance vraiment tout seul? Est-ce que tu t'es senti seul à ce moment-là ou est-ce que tu as senti qu'il y avait déjà des personnes intéressées, des personnes qui étaient plus ou moins dans ton projet et qui te mettaient des petits freins? Alors, j'ai pas trop envie de parler des freins, parce que des freins, on peut en avoir tout un tas, la peur du risque financier, il y a tout un tas de freins possibles. J'ai plutôt envie de parler de ceux qui m'ont poussé, qui m'ont mis en avant. Et une des rencontres décisives, ça a été celle avec Mathieu, avec Humans by Nature, qui était un projet en émergence à ce moment-là. Et il se trouve que vu qu'on était confinés et qu'on ne pouvait pas aller très loin et communiquer avec tout un tas de monde, j'ai eu l'opportunité de me retrouver dans son jardin, à discuter de mon projet. Et il m'a titillé, il m'a permis de me mettre vraiment en action sur le fait que j'avais envie de créer un projet à impact positif. Donc, ça a été la première rencontre où je me suis dit, ouais, c'est sûr, je veux faire un truc avec un impact positif.
Maintenant, nous sommes délusionnément sexy. Linda, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Les joies du direct, comme vous le verrez en replay. Linda, tu m'entends? Merci beaucoup. Et alors, pour ceux qui viendraient nous rejoindre, donc ce Mathieu, c'est Mathieu Asselet, qu'on peut retrouver si vous faites apparaître toutes les vidéos, il est là, c'est le fondateur, président de Humans by Nature du collectif. Et cette rencontre, comment elle va accélérer les choses ou comment après tu vas accélérer les choses? Je te propose de nous parler de la genèse, mais d'aller un peu, d'accélérer l'histoire pour nous dire quelles ont été les étapes qui nous mènent à la présentation que tu vas nous faire maintenant pour qu'on comprenne ce qu'est le projet. Parce que finalement, là, je suis resté donc maintenant sur jardin, jardinage, impact, mais finalement, ça reste flou. Il y a pas encore, je ne vois pas encore ce qu'est le projet à ce moment-là. Est-ce que toi, tu imagines déjà ce que va être le projet ou c'est encore trop flou? Tu as cette envie, mais tu n'as pas l'idée ou tu n'as pas, Non, pas matériel encore. ce que j'ai pu vraiment formaliser avec Mathieu, c'était je veux avoir un projet impact. Et à ce moment-là du projet, j'étais plutôt orienté sur faire des serres bioclimatiques. Pour moi, c'était ça mon point de départ, mon point d'entrée. Et j'ai eu la chance de croiser un concours de création d'entreprise qui s'appelait Domoland et qui m'a permis de formaliser une première petite vidéo de 3 minutes et un premier dossier pour dire voilà, je me lance, je crée une société et plutôt dans le domaine du bioclimatique et du jardinage. Et puis finalement, après tout ça, je me suis rendu compte qu'il fallait commencer par quelque chose de plus simple, de plus pédagogique, qui allait toucher plus de personnes. Et c'est là où je me suis lancé sur l'idée de concevoir des bacs de culture auto-fertiles. Super. Je te propose de lancer ta présentation pour qu'on puisse découvrir. Je rappelle vraiment que pendant cette présentation, je ne vais pas couper tout le temps de Nicolas pour vos questions, mais par contre, c'est le moment en fait. Si vous avez des questions, si vous voulez pousser la réflexion, que ce soit aujourd'hui, pendant cette heure, ou ouvrir le débat avec Nicolas, avec Humans by Nature, n'hésitez pas à le faire via le fil de discussion. À toi la parole, Nicolas. Super. Donc BioClimaKit, finalement, c'est une toute petite start-up. Hein. On démarre. On est 2 aujourd'hui. Donc, moi qui suis l'homme à tout faire. Et ensuite, il y a Emma. Emma qui est la responsable web marketing digital de BioClimaKit. Elle est en alternance. Donc, elle démarre en même temps que moi. Elle se forme, elle apprend, elle met en œuvre. Et c'est elle qui gère les réseaux sociaux, qui gère le site web et qui gère les premières commandes sur Ulule, sur le site de crowdfunding. Donc, on démarre à 2. Et BioClimaKit, finalement, on a un créneau, c'est de vous dire, vous pouvez jardiner partout. Vous pouvez même potager partout parce que l'objectif, c'est plutôt de vous nourrir avec l'espace que vous avez disponible chez vous, que ce soit un bord de fenêtre, que ce soit votre balcon, votre terrasse, votre jardin. L'idée, c'est de vous dire, vous pouvez cultiver dans un bac et faire pousser vos légumes. Et c'est vraiment ça le cœur du truc. Parce que derrière, quand on commence à faire pousser ses légumes, qu'on habite en ville ou dans un petit lotissement, l'idée, c'est de se dire, ah, ok, ça pousse comme ça un légume, parce qu'on est nombreux à ne pas savoir comment ça pousse, les temps de fructification, quand est-ce qu'on récolte. Et finalement, quand on se pose ces questions-là, quand on voit les choses se dérouler sur notre balcon, je nourris l'espoir que derrière, on se pose des questions sur comment je consomme dans le quotidien, où est-ce que j'achète mes légumes, est-ce que c'est local, est-ce que c'est bio, est-ce que ça vient d'une AMAP. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, finalement, cultiver chez soi, c'est le départ de quelque chose et j'espère que ça contribue à l'émergence de nouveaux modes de consommation qui sont vraiment dans l'air du temps et qui sont beaucoup plus responsables. Donc, tu recrées cette idée de petites graines ou de graines à donner aux autres, mais à placer dans les mentalités aussi pour ceux qui n'auraient pas conscience de ce qu'est finalement la naissance d'une tomate. Exactement. Finalement, c'est peut-être un outil pédagogique finalement pour expliquer aux gens comment fonctionne la nature et comment on s'en nourrit, tout simplement. Alors concrètement, que se passe-t-il dans ce bac? Et donc, cette ambition de réussir les légumes, donc ça devient, je le lis même, une obsession. Réussir, je sens que c'est important. Ça veut dire que tu veux que la nature fasse son travail, quoi. Exactement. Qu'elle réussisse.
Alors, ça fait un petit moment que je jardine, que j'ai essayé tout un tas de choses. J'ai essayé des bacs d'aromates sur pied, au sol. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce n'est pas du tout si facile que ça de réussir ces aromates ou ces légumes. Et, euh, et je me suis dit, si je lance un truc, il faut que je sois obsédé par ça. Faire en sorte que si on consomme du bois, si on consomme de la matière, si on y passe du temps, il faut que ça soit pour réussir et avoir un résultat et du plaisir et avoir envie de le partager en famille avec ses amis. Il n'y a rien de tel que de manger des tomates cerises à l'apéro qui viennent de notre bac potager, quoi. Donc, c'est vraiment un truc au cœur du système BioClimaKit. Et finalement, on a résumé ça en se disant, faites pousser chez vous comme dans la nature. En fait, on va essayer de recréer la nature dans votre bac en évitant le problème numéro 1 du bac potager, c'est le dessèchement, lié au manque d'arrosage ou aux fluctuations d'arrosage, notamment quand on part en vacances. C'est le cas le plus compliqué et stressant lorsqu'on a son bac potager sur son balcon. Donc là, je pense permaculture, donc on va mettre des bacs avec beaucoup de paille. C'est ça que tu proposes, on va pailler. Alors, c'est une partie de la chose. Ça fait partie du système, c'est trop fort. Ça fait partie du système. L'idée de ce bac, c'est vraiment de vous dire comment fonctionne la nature. C'est revenir au basique et se dire une plante, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'eau. L'eau, elle tombe du ciel et elle arrive dans les nappes phréatiques. Et c'est comme ça qu'elle boit, la plante. Elle boit par ses racines, elle ne boit pas par les feuilles. L'essentiel, ça se passe par les racines. Donc, on va mettre une réserve d'eau au fond du bac et l'eau va s'alimenter et la plante va s'alimenter tranquillement. Donc, nous, on va remplir tous les 15 jours pour qu'elle ait suffisamment d'eau. Mais en tout cas, ça permet de créer cette réserve et d'éviter l'ennemi numéro 1 qui est l'évaporation de l'eau. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'une plante elle a besoin d'un sol fertile. Et ça, on l'a un petit peu oublié dans notre vie de dingue. On se dit qu'en donnant des granulés à nos plantes, elles vont être en bonne santé. Mais en fait, l'élément essentiel, c'est d'avoir un sol plein de vie, vivant. Et ça, finalement, un des acteurs de cette chaîne-là, c'est le ver de terre. Donc, on va en parler pas mal ce soir. C'est la star de BioClimaKit, c'est le ver de terre. Donc, ça me plaît qu'on ait une star mise à l'honneur. Comme ça, on avait l'agroforesterie la dernière fois, on avait l'arbre. Donc là, aujourd'hui, on va être sur le ver de terre. Écoute, belle proposition. Je prends. Donc, on en parlera un peu plus tard, c'est ça? On aura un moment pour ouais, on va faire un petit point ver de terre parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ver de terre. Ça marche, excellent. Bon, là, je sens qu'il va falloir que tu nous montres des choses quand même. Nico, tu nous mets en… Tu nous caches quelque chose. Alors, Yes, sir. Alors là, on a une vue en coupe du bac. C'est vraiment la version pédagogique du bac BioClimaKit qui permet d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vous ai parlé d'une réserve d'eau. Donc, la réserve d'eau, c'est la partie qui est en gravier rouge. D'accord? Donc, tout ça, finalement, on va le remplir d'eau. Très bien. Et c'est… J'aurais pu prendre de la tuile pilée pour faire… J'aurais pu prendre, des billes d'argile pour faire cette couche drainante. Et j'ai choisi de finalement prendre plutôt de la tuile pilée ou des poteries pilées qui vont jouer le même rôle finalement et qui vont être recyclées. Donc, plutôt de faire face au coût énergétique de création de ces billes d'argile qui nécessitent de chauffer des fours à très haute température, là, on va recycler un matériau qui est un déchet pour d'autres. Donc, ça, c'est une première chose. Et c'est ce qui va permettre vraiment aux plantes d'aller chercher l'eau dans cette couche. Il y a un petit indicateur de niveau d'eau. C'est tout bête, mais ça vous dit d'un coup d'œil, là, l'indicateur est au niveau bas, je dois rajouter de l'eau. Donc, c'est basique, ça existe déjà dans certains pots de fleurs, les bacs Riviera notamment. Mais voilà, c'est remettre ça au goût du jour pour le potager. Donc ça, c'est l'élément central. Ça évite le dessèchement du sol et la terre reste humide. Et ça évite de mettre donc de la technologie à outrance aussi à ce niveau-là, en tout cas. Voilà. Et il est prévu, par exemple, pour ceux qui veulent installer le système chez eux, potentiellement de connecter votre gouttière à votre bac potager. Et avec un petit niveau de trop-plein, on s'assure qu'il y a toujours le bon niveau d'eau. Donc ça, c'est un élément clé du projet, la gestion de l'eau. Il y a des études australiennes, parce que c'est très compliqué la gestion de l'eau en Australie. Il y a des feux partout, on manque d'eau, qui montrent qu'on économise entre 60 et 80% d'eau comme ça. D'accord? Parce qu'on limite l'évaporation, l'eau reste au fond du bac. La deuxième chose dans ce bac, c'est le fameux tube lombricomposteur.
là, le tube en terre cuite qu'on voit au milieu du bac. Donc, il permet de mettre ses épluchures de cuisine, d'accord? Et comme je fournis avec le concept quelques grammes de vers de terre, des vers de compost, eh bien, avec ces vers de compost, ces vers ils vont dégrader les épluchures et en se baladant dans le sol, fertiliser le sol par leurs excréments et tout simplement les galeries qu'ils créent au pied des plantes. Une question qui est déjà revenue via le fil de discussion. Par rapport aux matériaux que tu cites, donc les tuiles, j'ai entendu tout à l'heure, et de la poterie qui serait utilisée, ou en tout cas qui seraient des déchets pour certains potiers, ça vient d'où? C'est en local? C'est quelque chose qui… Donc à chaque fois que tu cites des matériaux ou quelque chose, nous dire peut-être ce que tu as déjà, s'il y a des sources qui sont fixes ou si ça va encore changer. Alors, mes poteries, elles viennent de Ossès, de chez Goico Echea, donc c'est vraiment à 1 heure d'ici, d'accord? Et on est en train de s'arranger pour faire en sorte que toutes les brisures de poterie qu'ils ont lors de problèmes de manutention, de casse ou de démoulage, eh bien, j'en récupère une partie et que je les broie pour faire vraiment cette couche drainante. Donc ça, c'est vraiment le premier matériau que j'arrive à recycler. Ensuite, il y a le matériau principal, c'est le bois, d'accord? Et là, je suis en train de créer un peu deux circuits. Un circuit qui est d'utiliser du bois qui est l'acacia ou le robinier, c'est la même chose, qui a un bois qui naturellement, il est classe 4. Ça veut dire qu'on le met dehors, il résiste à l'eau, à la putréfaction, aux moisissures. Donc, naturellement, sans traitement, ce bois, il est durable. Il dure 10 ans et plus. Donc, pour mes potagers extérieurs, c'est ça que je fais. Pour les potagers intérieurs, les petites jardinières intérieures, je suis en train de mettre en place un système pour recycler du bois, donc utiliser du bois de charpente notamment. Et là, je suis en train de discuter avec la SKIC Guérisa, qui est localisée à Itsasou, pour faire en sorte que lorsqu'ils créent un chantier, lorsqu'ils rénovent un bâtiment, eh ben, je récupère le vieux bois pour le transformer en petit bac potager d'intérieur, en jardinière d'aromates. Donc ça, les deux éléments principaux, c'est ça, c'est le bois, la couche drainante et ensuite le terreau. La terre, c'est de la terre végétale. Et là, je n'ai pas encore le fournisseur définitif. Mais en tout cas, ça va se passer localement. Je continue dans les questions sur cette photo pour l'instant. On parle d'autonomie maximale en eau de ce système. Donc, j'imagine que ça dépend de la taille aussi peut-être du bac ou de la pluie, parce que je pense qu'il y a des bacs qui vont à l'extérieur. Donc, je pense que ça fluctue. Est-ce que tu as déjà testé sur un court moyen terme ces bacs en extérieur et tu pourrais donner des indications sur l'autonomie maximale en eau? Alors, ça dépend de l'exposition, ça dépend de la chaleur et tout, mais on est aux alentours de 15 jours d'autonomie. Le bac que je connais mieux, c'est le bac à aromates, où moi, j'ai fait pousser de la coriandre depuis plus d'1 an dedans et je n'ai jamais aussi bien réussi ma coriandre que depuis que j'utilise ce bac, parce que la coriandre, elle aime la fraîcheur, elle aime un sol qui reste humide et j'arrose, en gros, je remplis mon bac tous les 15 jours, voire 3 semaines lorsque la chaleur diminue. Donc, c'est l'ordre de grandeur. Après, les cas peuvent fluctuer. Alors, je te laisse continuer. Tu étais arrivé sur le compost. Donc, il y aura des questions sur le compost après avec les vers. Je garde la question de Johan sur le fait de nourrir les vers. On est arrivé à la terre et là, on a une question sur les plants. Donc, d'où viennent les plants? Quel type de plants? Et je pense que tu vas en parler après parce que je crois qu'il y a justement toute une gamme proposée où il y a en tout cas, voilà, tu as des propositions sur ce qu'on peut mettre dans tes bacs. Exactement. Alors, le concept BioClimaKit, c'est vraiment cette réserve d'eau et ce tube lombricomposteur. C'est le concept de base. Et l'idée, c'est de vous faire réussir. Et pour aller jusqu'au bout du geste, on va vous fournir les plants pour que vous composez. Vous recevez tout ça chez vous et il n'y a plus qu'à planter. Donc, c'est ce qu'on a appelé le kit prêt à planter. Et là, on vous fournit des plants et on a pensé vraiment réussite du néo-jardinier en se disant, attends, la personne qui a un jardin exposé plein sud, il faut lui fournir des plants qui vont résister à la chaleur et au plein sud. Donc, avec la pépinière Indartia, qui est mon fournisseur à Asquin de plants biologiques, on a composé une offre plein sud avec les tomates, avec le basilic, avec les aubergines, une offre mi-ombre, où là, si on n'a que le soleil du matin ou que le soleil du soir, on va plutôt mettre le maïs qui va servir de tuteur, les haricots verts grimpants qui vont grimper dessus et les courgettes. Et puis,
plutôt le potager ombre où on va mettre là toutes les aromates qui résistent bien à l'ombre. Donc, ça maximise vos chances de réussite. Et ça, on le fait vraiment en association avec la pépiniérine d'Artia de Asquin, avec qui, là, en ce moment, tout ce dont je vous parle est à l'étape de plan et c'est en train de pousser pour être prêt en mai. Et donc, dernier point et question posée, est-ce que ces plants sont bio? Oui, ces plants sont bio, ils poussent ici à Asquin, sans pesticides, sans intrants, sans quoi que ce soit. Oui, c'était un point capital du projet. Très bien. Je te laisse continuer la présentation. Il y a une dernière chose pour revenir quand même sur HBN et la circularité. Et là, on va en parler avec les vers de terre. C'est que, comme je l'ai dit, les vers, c'est la star du kit BioClimaKit, en fait, parce que sans ce vers de terre, il n'y a pas de fertilité du sol. Mais du coup, pour fournir des vers de terre, il faut les nourrir. Et c'est là qu'intervient vraiment Humans by Nature. Une des choses centrales chez Humans by Nature, c'est la circularité. Donc, il y a un projet au sein de HBN qui s'appelle Collecte et Compost. Et ce projet, il vise à collecter des épluchures de cuisine au sein des restaurants de Saint-Jean-de-Luz à vélo. C'est un point important et qui me tient à cœur. Et d'en faire du compost. Et on est en train de faire en sorte que sur leur tournée, eh bien, ils viennent me livrer une partie des légumes qui me permettent de nourrir mes vers de terre. Ces vers de terre vous nourrissent ensuite puisque vous les recevez dans votre bac de culture auto-fertile. Donc, on est assez fiers de ça, de réussir à mettre en place cette circularité et montrer que l'écosystème qu'on est en train de créer, il fonctionne en fait. On va réussir via HBN à se connecter les uns les autres et avoir tous ensemble un impact positif. Et ça, c'est vraiment capital et c'est une des raisons qui me fait adorer ce que je fais avec BioClimaKit et HBN. Et donc là, question plus sur le ver de terre, question très candide. Tu parlais de quelques grammes tout à l'heure de ver de terre spécial compost. Si on en met plus, faut nourrir plus, ça va plus vite. Comment ça marche en fait? Ils mangent tout. Ouais, il y a une question sur ils mangent tout. J'avoue avoir un compost, mais pas me poser peut-être la question du ver de terre. Je me suis dit ça va fonctionner tout seul. Ils vont venir de la terre, ils vont trouver leur chemin tout seul. Donc là, on impose c'est des super mangeurs. Il y a trop de questions, il y a trop de questions. Stop. Stop. Je suis très curieux, je comprends. Il y a une relation sur le ver de terre, peut-être le type de ver de terre que tu fournis, c'est ça? Ils sont vraiment spécifiques à ce genre de… Alors, il y a différents types de vers de terre. Je vous passe les mots latins parce que je ne les connais pas par cœur et je ne me suis pas fait une anti-sèche. Mais en gros, globalement, il y a les vers de terre qui restent plutôt en surface, d'accord, et les vers de terre qui vont plutôt en profondeur faire des grosses trous, des grosses galeries. Et c'est ceux qui font des petits monticules de terre dans votre pelouse. Et vous n'aimez pas trop quand vous marchez dessus parce que votre pelouse, elle est pleine de petites mottes comme ça. Donc, moi, je m'intéresse aux vers de terre qui restent plutôt en surface, d'accord. C'est des vers de terre qui sont des vers de compost, d'accord, qui se nourrissent de tout ce qui tombe à la surface, classiquement dans la nature. Donc, c'est eux qui rongent les petites feuilles mortes, qui se nourrissent des fruits qui tombent au sol. Et eux, voilà, ils vont à la surface, ils se nourrissent de ça, ils vont un petit peu s'enfouir dans le sol. Ils détestent vraiment la luminosité, donc c'est pour ça qu'ils restent dans le sol. Mais entre 5 et 10 cm, 15 cm sous la surface du sol. Et c'est ces vers-là, les vers de compost, qu'on retrouve aussi beaucoup dans le fumier. Ils se régalent du fumier, c'est leur nourriture préférée. Et c'est ces vers-là que je mets dans les kits. Donc, et ils ont un régime alimentaire, c'était une de tes questions, un peu spécifique. D'accord? On peut leur donner, ils adorent les épluchures de cuisine, les épluchures de carottes, ils adorent vos pelures de pommes, tout ça. Par contre, ils détestent les pelures d'oignons. Dans la même famille, il y a les poireaux. Ça, c'est un peu trop acide pour eux, ils n'aiment pas trop. Et ils ne sont pas comme votre chien Médor, ils n'aiment pas trop les plats en sauce. Donc, leur donner vos restes de poisson ou ce genre de choses, ou vos plats en sauce bien gras, ça, ils n'aiment pas. Ils préfèrent plutôt les épluchures de produits, de légumes bruts. Alors, je note le mot poireau de façon purement personnelle, donc j'arrêterai de mettre du poireau dans mon compost. Les agrumes aussi, je crois, tout ce qui est agrumes, c'est pas top. C'est pas…
avec parcimonie. Et ce qu'ils adorent surtout, et si vous voulez que ça s'active vite dans votre tube lombricomposteur, il faut couper en petits morceaux. Ça accélérera la vitesse de dégradation. Et c'est la même chose si vous faites un compost dehors, naturel, de plein air, c'est la même chose. Pensez à tout couper en petits bouts. Ça accélérera la création de votre compost. Une question vraiment technique. Donc, la photo qu'on voit à l'écran, c'est la partie compost qui sera dans le bac, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, une fois que le verre a fait son travail et donc le compost se crée, donc on voit c'est très noir, je pense, et c'est une poudre noire, ou en tout cas c'est de la terre noire. Il faut la répartir dans le bac, il faut faire quelque chose, ça marche tout seul. Qu'est-ce qui est nécessaire de faire? Est-ce qu'il y a une manipulation particulière? Il n'est pas nécessaire de faire grand-chose puisque, en fait, dans ce tube, il y a des trous. Donc, les vers de terre viennent se nourrir là où est la réserve de nourriture pour eux, dans ce tube. Et ensuite, ils vont se balader dans tout le bac parce qu'ils aiment bien se balader. Donc, si tout va bien, si vous trouvez le bon rythme par rapport à votre tube lombricomposteur, eh bien voilà, c'est les vers, eux, qui dispatchent au sein de votre bac. Il faut savoir qu'on choisit ces vers-là parce que chaque jour, ils arrivent à manger leur poids en nourriture. D'accord? Donc, ils sont quand même plutôt efficaces. Imaginez-vous manger votre poids chaque jour. Et du coup, ça veut dire qu'ils font beaucoup d'excréments et ils les font en se baladant dans vos bacs au sein des galeries qui creusent. Excellent. Donc, ils répartissent eux-mêmes. Question pour ressortir du bac, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, donc j'ai entendu qu'il y avait plusieurs expositions possibles pour les plants et pour ce que tu proposes, en tout cas pour mettre dans le bac. Et il y a combien de bacs possibles? Quelle est la gamme? Quelles sont les étapes qui s'en viennent pour BioClimaKit autour des services, des produits que tu proposes? Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques tailles différentes qui sont disponibles. Et what else? Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, en termes de taille de bac, il y a 3 bacs aujourd'hui pour démarrer. Il y a la petite jardinière qu'on va mettre sur son îlot de cuisine à l'intérieur pour ses aromates. Donc, on l'a appelé le duo d'aromates ou la jardinette, où l'idée, là, c'est plutôt de comprendre le système finalement et de l'expliquer à ses enfants, d'avoir à l'intérieur un petit truc qui permet d'expliquer la nature, comme on dit, de faire pousser la nature chez soi. Et donc ça, c'est la petite taille. Elle fait 35 cm sur 15. Il y a 2 aromates. Après, il y a la taille intermédiaire, où là, on a une vraie jardinière de bord de fenêtre qui fait 50 cm sur 25, où là, on peut mettre 5 aromates dedans. D'accord? Donc ça, c'est la taille intermédiaire. On peut la mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Et après, il y a le bac potager. Le bac potager de base, il fait 1,20 m sur 60 cm. D'accord? Donc ça devient un vrai bac où on peut vraiment faire pousser de la tomate, de l'aubergine, du basilic et de la courgette, du maïs et des haricots. Voilà, c'est vraiment ce qu'on est en train de proposer. Ça, c'est les 3 tailles et on travaille sur une taille sur mesure. J'ai une première commande là, de 2 bacs de dimension un petit peu spécifique. Le balcon n'est pas très standard, il n'y a pas beaucoup de place, donc on fait du sur mesure qu'on va pouvoir livrer ici localement. Excellent. On a une dernière question. Il y aura peut-être d'autres questions encore sur les verres. Donc, tu parlais d'un certain grammage tout début. Ce grammage, apparemment, pourrait, ou selon Linda, avoir une importance sur le côté surpopulation de verres dans le bac. Alors, est-ce qu'il ne faut pas se dire, tiens, je vais en mettre 6 fois la dose prescrite par Nico et ça va le faire quand même? c'est une bonne remarque et je ne suis pas encore l'ultra spécialiste du verre, mais j'ai lu pas mal de bouquins, dont celui-ci, qui est mon guide, vous allez peut-être le voir à l'envers, Sauver le ver de terre, où ils expliquent que les populations de vers de terre s'autorégulent. Ils sont plus malins que nous, finalement, et ils arrivent, en fonction de l'espace disponible et de la nourriture, à s'autogérer. En fait, dans leur mode de reproduction, les vers de terre, je crois que c'est tous des mâles à la base, mais quand ils croisent quelqu'un, ils peuvent s'accorder, changer de sexe, faire ce qu'il y a à faire, pondre des œufs et se multiplier comme ça, mais ils s'autogèrent. Ils s'autogèrent et il n'y a jamais surpopulation ni sous-population. Donc, vous risquez de commencer, moi je vais donner 50 grammes de verre pour le petit format, 100 grammes pour l'intermédiaire et 500 grammes pour le gros bac potager. Et si vous les nourrissez régulièrement, ben voilà, ils vont
trouver leur rythme de croisière. Votre bac va trouver son rythme et vous allez trouver un équilibre entre la décomposition des déchets, la population de vers, la fertilité du sol. Ça devrait s'autogérer comme dans la nature, finalement. Est-ce que tu nous confirmes, Sauver le ver de terre, c'est Christophe Gatineau, c'est ça? Exactement. Christophe Gatineau, Sylvie Corré, c'est mon livre de chevet en ce moment. Il y a une postface où ils ont ressorti les écrits de Darwin. C'est super intéressant. Darwin a été le premier à étudier les vers de terre pendant plus de 30 ans et à essayer de comprendre leur mode de fonctionnement. Et c'est passionnant de voir que finalement, les vers de terre sont vraiment les créateurs de sol sur notre planète. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de BioClimaKit au niveau entreprise? Au niveau, là, on revient dans un niveau entrepreneurial. Tu en es où? Vous en êtes où, votre binôme chez BioClimaKit? Que se passe-t-il? Quelle est l'actualité ou quels sont les projets à venir sous peu qui devraient avoir une lumière particulière aujourd'hui, vu qu'on va, on a déjà on a une vingtaine de personnes en ligne et on va mettre cette vidéo en replay. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment, Nicolas? Alors, il se passe des choses tous les jours chez BioClimaKit. Au début, quand on a du mal à se parler, on a du mal à t'avoir, tu as un emploi du temps qui s'est rempli de fou. Totalement. Créer une startup, c'est une sacrée aventure, mais c'est ultra stimulant. Je suis une vraie startup et une vraie société depuis depuis le 19 mars, où je suis une EURL, j'ai mon statut, j'ai mon numéro SIRET, mon CABIS, je peux payer des factures et maintenant facturer. Donc ça, c'est assez récent. Avant ça, c'était juste un projet. Donc, c'est un point de détail, mais qui a son importance. Donc, on fait le choix vraiment, je ne sais pas si je l'ai dit clairement, de produire ici à Urugne, au Pays Basque, d'accord, de les produire là, les bacs. Donc, ça veut dire qu'il y a le bureau d'où je vous parle, qui est à Astien dans la pépinière d'entreprise, et il y a l'atelier qui est à Urugne, à 5 minutes de chez moi, où je vais recevoir ma première cargaison de marchandises, de bois, la semaine prochaine. C'est la Pyrénéenne du bois qui me livre. Et je vais commencer à transformer mes bacs. Et je vais commencer à les transformer pour vendre mes premiers produits qui sont disponibles sur la plateforme de crowdfunding Ulule. Donc, c'est la manière que j'ai choisie pour démarrer mon activité. C'est de me dire, je démarre en précommande. Ça permet de faire en sorte que je produise la juste quantité, que je commande une quantité de matières premières qui est cohérente par rapport à ce que je vais réussir à prévendre. Donc, c'est ça qui se joue en ce moment. La campagne de crowdfunding sur Ulule, c'est vraiment le truc du moment, en même temps que l'aménagement de l'atelier pour être prêt à produire en gros mi-avril pour livrer en mai. La deadline que je me suis fixée, c'est l'essaim de glace. Après l'essaim de glace, on dit qu'on peut jardiner tout dehors, il n'y a plus de risque de gelée. Donc, c'est le boom du jardinage. Donc, je fais tout pour être prêt à ce moment-là. Je vais te demander d'arrêter peut-être la présentation pour qu'on puisse t'avoir en plein écran. Et je vais vraiment inviter toutes les personnes qui auraient… on voit le bac potager, la jardinière, la jardinette. Donc, c'est intéressant, on voit les 3 tailles. Pour avoir vos questions maintenant, évidemment, vous rappelez aussi via Katinka qui va pouvoir redonner le lien pour faire un don à ce projet et un don aussi à Humans by Nature, donc qui t'accompagne dans cette aventure. Donc, aventure qui devient très concrète. Et ça, c'est, je pense qu'en tant que… si tu te replaces il y a un an, justement, on parlait du confinement, on parlait juste de cette idée. Là, on parle de URL. Je crois qu'il y a un événement qui vient de t'arriver aujourd'hui qui est symbolique, mais qui veut dire beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a un truc vraiment, aujourd'hui… Sans pleurer, pas de J'ai posé mon enseigne. Aujourd'hui, j'ai posé l'enseigne BioClimaKit au-dessus de la porte de l'atelier à Sokoa. Et ça, c'est vrai que ça veut dire que j'avance. J'ai franchi un sacré pas. Et c'est vrai que, vu que là, on parle d'HBN ce soir aussi, c'est quand même l'occasion d'expliquer aux gens qui nous écoutent que HBN m'a beaucoup accompagné dans ce projet à différents stades. Et je le résumerai ça m'a permis de rencontrer la bonne personne au bon moment et d'avoir le bon coup de main, la bonne entraide au bon moment. Parce que là, je vous parle de l'enseigne aujourd'hui, mais il y a quelques semaines, grâce à HBN,
j'ai Mathieu, Sophie qui sont venus m'aider à installer la mezzanine de l'atelier, qui est vraiment qui était l'élément essentiel pour optimiser le fonctionnement de mon atelier. Quelques semaines auparavant, j'avais rencontré Marie qui m'a fait travailler sur ma ligne éditoriale où le potager partout, c'est elle. L'idée de potager et de l'utiliser en tant que verbe, alors que ça n'existe pas, ce n'est pas correctement français, c'est HBN, c'est Marie. Donc, c'est des choses comme ça et ça me fait plaisir de le rappeler là ce soir parce que finalement, comme je le dis souvent à Mathieu, je n'ai pas encore gagné 1 euro pour de vrai et j'ai déjà tout un tas de personnes bienveillantes qui m'aident à faire avancer mon projet et qui participent tout par bienveillance, entraide, par satisfaction personnelle, parce que je pense que le projet a du sens pour eux. Et ça, c'est quand même ce que crée HBN, cette énergie positive-là. Et je pense que c'est super. Alors pour les personnes qui découvrent HBN, et voilà, le site humansbynature.fr apparaît dans le chat, humansbynature.fr. Je répète, effectivement, ce qui apparaît pour les porteurs de projets, c'est cette possibilité de oser, parce qu'il va falloir oser, mais il va falloir oser demander des choses à des porteurs de compétences, donc des bénévoles, qui sont à leur disposition. Donc, il y a une liste tout simplement, puis libre aux porteurs de projets d'oser et passer à l'acte. Donc, pour toi, c'est un acte fondateur aussi, parce que on te dit ou finalement on te suggère que tu n'es pas tout seul. Totalement. Mais tu auras ce chemin à faire quand même de la demande. On ne va pas venir te dire tu en es à l'étape 4, tu dois contacter telle personne. On peut te le suggérer, mais c'est vrai que c'est important aussi de faire ce chemin pour avoir en retour des rencontres, et plus que des rencontres parfois, mais de la solidarité aussi. C'est ce que j'entends dans tes mots. Parfois, ça peut être un coup de main, ce n'est pas une compétence particulière, c'est tenir une étagère. Et ça peut en dire beaucoup. C'est le bon mot, je n'arrive pas à le trouver, solidarité, il fait partie vraiment des valeurs. Et quand on a juste une idée au début, ne serait-ce que trouver une personne bienveillante pour t'écouter, tu présentes ton projet et finalement, parce qu'elle est web marketing, parce qu'elle est ressources humaines, parce qu'elle a la compétence compta ou quoi que ce soit, finalement, elle te fait formaliser ton projet d'une autre manière, elle te pose des questions qui font avancer le schmilblick. Et rien que ça, c'est un coup de pouce énorme et ça évite vraiment la solitude de l'entrepreneur au début, qui a une multitude de choses à gérer, qui parfois peut avoir tendance à se noyer sous la quantité de choses à faire. Et c'est vraiment un coup de pouce tout simple, c'est de discuter de ton projet avec des personnes super bienveillantes et qui ont cette idée de favoriser l'entrepreneuriat à impact, quoi. Aujourd'hui, si j'ai entendu le mot crowdfunding, est-ce qu'il y a encore des commandes possibles? Est-ce qu'on peut encore commander? Est-ce qu'il est terminé ton crowdfunding? On en est où? Alors, on est déjà à 3 500 € presque de commandes de bacs et de dons sur Ulule. Excellent. Et oui, alors il y en a encore plein, des jardinières, des bacs potagers, des jardinettes. Donc, foncez sur Ulule. Si le projet vous plaît, faites un don. Si vous n'avez pas la place d'une jardinette, faites un don. Et si ça vous plaît, commandez. Allez-y à fond. Donc, évidemment, ce que voulait dire Nicolas à l'instant, c'est faites un don maintenant sur les liens donnés par Katinka. Et pour ceux qui veulent des jardinettes, effectivement, ça se passe sur Ulule. Il faut y aller. Le bac et évidemment sont encore disponibles. Qu'est-ce qu'on peut… j'attends de voir, je regarde s'il y a des questions. J'espère que vous avez encore des questions ou évidemment les contacts de Nicolas et de BioClimaKit sont donnés dans le chat. Donc, bioclimakit.fr et BioClimaKit sur Facebook. Peut-être que vous le voyez écrit à l'écran pour rentrer en contact avec toi. Malgré cet emploi du temps chargé, malgré ces productions à préparer, évidemment, tu es disponible. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nicolas? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous deux et au projet pour les prochaines semaines, pour ce qui s'en vient là, peut-être demain? Je ne sais pas ce que tu as prévu dans les prochains jours. Quels sont les défis? Qu'est-ce qui pourrait frotter? Il faut que ça passe où? Comment on peut t'aider? Comment on peut vraiment donner un coup de main maintenant? Quand on crée un produit, la première difficulté, et quand on crée quelque chose de nouveau, c'est de faire comprendre sa différence et trouver son marché. Quoi qu'il arrive, on est dans un monde ultra concurrentiel où il existe tout un tas de bacs potagers, notamment. Donc, faire comprendre ce que c'est l'autofertilité, qu'est-ce que c'est le concept,
Et ça, c'est une première chose pour me différencier, qu'on comprenne. Ce n'est pas un bac ordinaire que Bioclimakit commercialise. Et puis derrière, il y a toute l'éthique, le Made in France, le prix des matières premières renouvelables, durables, qui forcément a un coût. Donc, je comprends aussi que ça peut être un frein, mais je vous assure que c'est le vrai prix des choses. Donc, ça, c'est peut-être le point de friction que je peux ressentir, parce que les jardinettes ne s'envolent pas comme des petits pains. Donc, il faut bien les vendre. Ça ramène à la réalité quand même concrète d'un projet entrepreneurial. Il faut trouver sa cible. Donc, c'est ça. Et puis après, pour le futur, que le projet se développe. J'ai tout un tas d'idées pour concevoir des serres bioclimatiques. Donc, qui est l'idée originale du On y projet. revient, on y revient. On y revient. Créer des poubelles de compost manuel pour composter ses déchets dans sa cuisine, pour nourrir ses vers ou tout simplement composter plus vite dehors. Et puis après, j'ai tout un tas d'idées que je ne peux pas dévoiler tout de suite maintenant, ça serait prématuré. Bon, ce que je note, et je vais, si vous avez des questions, je laisse cet espace maintenant pour que Nicolas puisse reprendre un petit peu d'eau avant de répondre oui à une question de Karim. Matières premières sont locales. Alors Karim, je crois que tu es arrivé en route, donc oui, elles le sont, ou en tout cas elles le seront par le jeu, donc de déchets pour certains qui deviendront la matière première pour Bioclimakit. Est-ce que vos matières premières ont un impact sur le carbone? Impact carbone de tes matières premières, sachant que donc, beaucoup seront des déchets ou viendront après utilisation déjà. Pour les charpentiers, c'est du bois qui a été du déchet finalement pour eux et qui t'est donné. Alors, pour bien répondre à la question, j'utilise du bois à la base, c'est vraiment mon matériau de structure de base qui vient de France, d'accord? Donc ça, c'est une première chose. Et je vais intégrer petit à petit du bois recyclé. D'accord, mais ça ne sera pas du 100%, je vais mettre un petit moment à y arriver. Pour démarrer, je dois démarrer avec un approvisionnement fiable, quoi. Donc ça, c'est la première chose. L'impact carbone, est-ce qu'on peut calculer aujourd'hui, tu peux le donner? Justement, on y travaille avec HBN. C'est un des sujets qu'on travaille, voir comment est-ce qu'on peut s'entourer pour faire en sorte qu'une petite start-up comme moi puisse évaluer son impact carbone. Faire le choix de la tuile pilée plutôt que les billes d'argile, quel impact réellement ça a. Donc ça, c'est un des sujets qu'on va travailler avec HBN et le réseau de compétences qui nous entoure. Alors, je crois qu'il y a une petite start-up aussi du coin qui s'appelle Budget Our Planet qui fait de l'impact carbone sur les dépenses, donc qui pourra peut-être t'aider et je l'espère, connaissant son dirigeant, il donnera un coup de main pour que tu aies au moins l'impact sur tes dépenses. Après, il y a peut-être les matières premières et d'autres choses, mais ça pourrait voir le jour à cet horizon, un horizon certain. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je vais donner la parole. On va conclure cet échange. Un dernier mot, Nicolas, et je laisserai Mathieu conclure avec le prochain rendez-vous d'HBN au mois de mai. Donc, restez en ligne encore quelques secondes. Mathieu va nous annoncer ça et il va falloir qu'on prenne nos agendas. Donc, prenez votre téléphone, prenez votre agenda papier pour noter ce rendez-vous. Nicolas, le mot de la fin pour toi. Merci de nous avoir écoutés déjà et d'avoir consacré une partie de votre temps au projet Bioclimakit. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à relayer. On passe bientôt sur France 3 Pays Basque. Vous pourrez bientôt nous lire sur Sud-Ouest. Donc, restez connectés au réseau, aux journaux, à la télé. Vous allez voir Bioclimakit un petit peu partout. C'est normal, on s'active pour se faire connaître. Donc, suivez-nous. Bon, et de notre côté, on partagera évidemment, Nicolas, ces informations pour qu'on puisse avoir cette connaissance, cette pédagogie que tu souhaites donner sur ton bac pas ordinaire. On l'a noté, Bioclimakit. Je passe la parole et je vous remercie vraiment à Katinka aussi qui a aidé à la transmission des informations via le fil de discussion. Merci Nicolas, merci à tous d'avoir participé. Ne quittez pas encore car Mathieu Asselet va nous donner les informations HBN de la prochaine rencontre virtuelle mais bien réelle que nous ferons très prochainement. À toi Mathieu et merci beaucoup. Merci Thomas, merci Katinka aussi pour l'organisation back-office et un grand bravo à Nico qui a osé.
qui a doublement Merci. osé, qui a osé entreprendre, et c'est pas toujours évident, vous l'aurez compris. C'est un gros challenge d'entreprendre, c'est un parcours de marathonien. Et il l'a fait, il est en plein dedans. Et ce soir, il a aussi pris son risque en vous proposant 1 heure à ses côtés pour vous raconter son aventure personnelle et son aventure entrepreneuriale. Bravo à lui, on lui souhaite un tas de succès. Vous l'avez vu, pour l'aider dans sa démarche et pour aider Humans by Nature, si vous appréciez également la facilitation qu'on apporte, vous avez eu un tas de liens ce soir. Et de manière aussi très, très simple, il vous suffit de nous retrouver sur les réseaux et de faire connaître les aventures de Nicolas, les aventures de Humans by Nature, pour gagner un maximum de visibilité, pour que, entre autres, la campagne de crowdfunding de Nicolas fonctionne un max, et également pour que ces petites séances de 1 heure de présentation de porteurs de projets aient un maximum d'audience. Alors du coup, j'embraye sur la prochaine visio qu'on fera. Cette fois-ci, ce ne sera pas un porteur de projet. On va également essayer de mettre en lumière nos porteurs de compétences qui œuvrent bénévolement auprès de nos porteurs de projets. Et là, en l'occurrence, le 7 mai, à 12h30, pendant 1 heure, nous aurons Fabien Amouroux qui est, entre autres choses, un enseignant en philosophie et qui, sur ce créneau-là, viendra vous proposer une petite conférence philosophique sur le rapport entre l'homme et la nature. On sait que l'homme a besoin de la nature, mais est-ce que la nature a besoin de l'homme? Est-ce que c'est rétro... Bon, vous l'avez compris, est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que la circularité que l'on peut observer dans la nature est aujourd'hui appliquée par l'homme? Est-ce qu'on peut être en circularité entre l'homme et la nature? Donc, un tas de questions philosophiques qui, bien sûr, rejoignent les préoccupations et les logiques de Humans by Nature. Tout ça, à nouveau, vous sera accessible le 7 mai à 12h30 avec une participation libre. Venez à nos côtés, raisonner et philosopher. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde. Et puis à très bientôt. Bye À bye. bientôt, merci.